la société civile a joué un rôle actif et important. Je voudrais épingler deux cas, deux exemples. La Ligue européenne de la coopération économique, qui est née en 1946, et le mouvement européen, qui est né en 1948, l'année même de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'objectif de ces deux organisations sociales était de promouvoir l'idée européenne, de tourner la page de la guerre, de la violence, de faire en sorte que la paix soit irréversible à travers des solidarités de fait, à travers un travail incessant et graduel. Est-ce un hasard si dès lors, depuis le début des années 50, que la CECA a vu le jour, la CECA, la communauté économique du charbon et de l'acier, et si 9 ans après la création du mouvement européen, en 1957 exactement, le traité de Rome a été signé, instituant la communauté économique européenne. Ces deux organisations de la société civile européenne, la Ligue et le mouvement européen, ont dès lors joué un rôle très important dans l'éveil des sociétés civiles et en tant que catalyseur de l'action européenne collective. À mes étudiants qui très souvent critiquent l'Union européenne, ses instruments, son fonctionnement, je leur réponds, vous les Belges, vous les Italiens, les Espagnols et autres, vous n'avez pas connu la guerre, ni vous, ni vos parents. N'est-ce pas là un des résultats extraordinaires de l'action collective européenne, aujourd'hui manifestée par l'Union européenne? J'ai appris par hasard, à travers le journal arabe Sabah hier, une interview de mon ami El Modina de la Casa Arabe qui m'informait, je l'ignorais, qu'il y a 50 ans, jour pour jour, le 7 juin 1962, nous sommes le 7 juin, El Modina. Merci pour l'information en tout cas. Le mouvement européen organisait une grande rencontre à Munich, en Allemagne, avec la participation de 118 Espagnols, dont 34 Espagnols qui vivaient en exil. Nous étions, chers amis, en pleine dictature de l'Espagne et le mouvement européen a soutenu les revendications légitimes du peuple espagnol. Et 13 années après cette rencontre de Munich, la dictature espagnole s'effondrait. Je ne dirais pas que c'est grâce au mouvement européen, mais il est clair que le mouvement européen, en soutenant les revendications légitimes du peuple espagnol, a contribué au démantèlement d'une dictature qui a sévi avec férocité en Espagne pendant de nombreuses décennies. Mes chers amis, il y a quelques termes qui sont très usités en Europe, dans les médias européens, et qui me mettent hors de moi. Le terme « la rue arabe », Ashar al-Arabi, le terme « l'exception arabe » et le terme du régime arabe modéré. Laissez-moi dès lors commencer mon propos en dénonçant cette terminologie particulièrement audacieuse, mais combien insultante pour la société civile arabe. La rue arabe, Ashar al-Arabi. Qu'est-ce que cela signifie? Grouillement, vocifération, agitation. Eh bien, chers amis, c'est un terme très usité dans les médias occidentaux. Supposez un seul instant que moi-même, un intellectuel arabe, palestinien de surcroît, j'écrivais un livre intitulé « La rue française », la rue bruxelloise. Eh bien, les médias immédiatement me tomberaient dessus. Eh bien, c'est le terme qu'on a utilisé. Ce qui veut dire que pour beaucoup de médias occidentaux, il n'y a pas de société arabe vive, alerte, critique, responsable, solidaire.
Et donc aujourd'hui, la société civile, par son éveil, par son courage inouï, par son sens de la dignité, a déjà ébranlé un mythe qui est le mythe de la rue arabe. Le deuxième concept qui me fait sortir de mes gonds est le concept d'exception arabe ou d'exception musulmane. Eh bien, l'exception arabe est une théorie qui a été très populaire dans les milieux académiques, dans les milieux militaires, aussi bien des États-Unis que de l'Europe. Qu'est-ce que cela postule? Que les Arabes seraient réfractaires au changement, rétifs à la liberté. Des peuples soumis, obéissants, dans une sorte de servitude volontaire. On a même parlé du monde de l'obéissance. Eh bien, je trouve ça particulièrement insultant, parce que cela présuppose que les Arabes, qui sont comme tous les peuples du monde, se délecteraient dans la servitude et dans l'esclavage de bon gré. Il n'y a pas, chers amis, d'exception arabe, d'exception musulmane, et le printemps arabe a révélé la vacuité d'un tel propos particulièrement insultant. Le troisième terme usité dans les médias occidentaux, dans le discours officiel américain et autres, c'est le terme de régime arabe modéré. Pendant la guerre froide, un régime arabe modéré est un régime pro-américain. Sous Bush, un régime arabe modéré est un régime qui fait partie de l'axe du bien. Et dans la bouche des responsables américains, aujourd'hui, eh bien, on a divisé le monde arabe en régime modéré, en régime voyou, en régime utile et en régime failli. Dans le jargon américain, vous les appelez moderate states, rogue states, useful states and failed states. Eh bien, j'ai cherché, ayant fait des doctorats en sociologie, en sciences politiques, j'ai cherché dans la nomenclature classique des sciences politiques si ce terme existe. Eh bien, je n'ai pas trouvé une telle classification. Par conséquent, est modéré dans le discours officiel occidental, surtout américain, et l'État arabe, qui peut être très bien une dictature, eh bien, il est proche de la politique américaine. Il accepte le diktat américain. C'est ainsi que le régime de Moubarak était crédité de l'image d'un État modéré. Ne disait-on pas que le régime égyptien est un régime modéré? Pourquoi? Il protège les intérêts de l'Occident, il lutte contre le terrorisme international, et de surcroît, il a signé un traité de paix avec Israël. Donc c'est un régime, un bon régime, un régime modéré. Cela signifie que pour la société civile arabe, c'est une véritable aberration. Nous, les Arabes qui luttions contre les dictatures, eh bien, nous luttions contre des régimes modérés pro-américains, pro-occidentaux, c'est-à-dire de bons régimes. C'est la théorie américaine qu'on appelle « our son of a bitch », ou bien en français, notre bon dictateur. Rappelez-vous la fameuse phrase d'un dirigeant américain. On lui disait, qui critiquait la dictature de Cuba, de Somoza, quelques dictatures américaines. Un conseiller lui a dit, Monsieur le Président, mais nous soutenons d'autres dictatures en Amérique latine. Il a dit, mais ce sont nos dictateurs. Our dictator, our son of a bitch. Eh bien, pendant très longtemps, nous, les peuples arabes, nous avons souffert de cette nomenclature, de cette classification de nos dirigeants en dirigeants modérés, en dirigeants voyous. Et naturellement, un dirigeant voyou peut devenir un dirigeant modéré et sympathique. Regardez, Kadhafi. Quand il soutenait le terrorisme international, il était mauvais, donc il était roasté dans la catégorie des États voyous. Mais lorsqu'il a compensé les victimes de Lockerbie à coups de milliards, lorsqu'il a renoncé aux armes de destruction massive, il est devenu un dirigeant fréquentable. N'a-t-on pas invité en Europe
le Kadhafi, un président fantasque et lunatique, avec ses tentes et bagages en France, en Italie ou ailleurs. Ceci en dit long sur la manière dont les pays occidentaux considéraient que la société civile arabe était une société endormie. Deuxième point. Mes chers amis, l'erreur que nous commettons tous et beaucoup de gens commettent, c'est de parler de la société civile indépendamment du contexte politique dans lequel elle fonctionne. C'est pour ça que je me propose dans un deuxième temps de vous parler du système arabe que nous avons hérité après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire après la période de la décolonisation. Le monde arabe, à partir de 1945 et surtout après la révolution égyptienne de 1952, a installé un régime autoritaire. Sauf que ce régime autoritaire a évolué au fil des décennies. Le régime autoritaire d'Al-Nasser, dans les années 50 et 60, est un régime autoritaire, certes répressif de toute opposition, puisque le régime s'est approprié la parole légitime, a sévi contre les opposants, puisqu'il y avait des opposants, et les dictatures dictaient, et les opposants s'opposaient. Ce régime répressif et policier des années 50 et des années 60 dans toutes les républiques arabes était cependant un régime paternaliste, patriarcal, en ce sens qu'il y avait une sorte d'accord tacite entre les dirigeants et les peuples. Nous construisons l'indépendance, nous développons l'économie, nous fournissons des services en termes d'éducation et de santé, et en échange, nous vous demandons le silence. Les régimes exigeaient de nos peuples le silence et l'obéissance. Et le discours que j'entendais quand j'étais gosse en Palestine, sur Sawt al-Arab, le discours « La nation avant l'individu ». La nation a écrasé l'individu. L'indépendance, la lutte contre l'impérialisme, la lutte contre le sionisme, voilà les mots-clés des années 50 et des années 60. En échange de la supposée défense des droits légitimes des peuples arabes en Égypte ou ailleurs, on demandait au peuple arabe le silence. C'est la base de ce que j'appelle l'autoritarisme paternaliste. Il est policier, il est répressif, mais il est paternaliste parce qu'il y a un contrat social. Les dirigeants étaient soucieux du bien-être de leur population. Nous passons, mes chers amis, dans les années 70 et les années 80 et 90 à une deuxième étape, deuxième évolution du système autoritaire, qui devient un système autoritaire répressif mais prédateur. C'est plus paternaliste mais prédateur. Je vous rappelle le contexte. Les années 70 sont marquées par les chocs pétroliers, 73, 79. Il est marqué par la défaite des Arabes lors de la guerre des 6 jours, par la guerre d'octobre. Il est marqué par l'arrivée des communistes au pouvoir. Il est marqué par la crise économique en Europe, suite à l'essoufflement de ce qu'on appelle les 30 glorieuses européennes. Il est marqué par la crise de la dette et la crise des déficits budgétaires dans tous les pays arabes. Par conséquent, dans les années 80, et les plus anciens d'entre vous s'en rappellent, nous avons connu dans le monde arabe une série de révoltes qu'on a appelées la révolte de la semoule, la révolte du couscous, la révolte du pain. Toutes ces révoltes indiquent que les peuples arabes commencent à manifester leur colère vers les dirigeants arabes qui ne sont plus à même de respecter le contrat social parce que leurs moyens ont diminué et surtout parce que leurs politiques économiques ont été dysfonctionnelles, sans compter que la défense de la cause palestinienne a été particulièrement une tragédie. Dans certains pays du Maghreb, ces révoltes sociales ont donné lieu à de véritables massacres. Certains d'entre vous s'en rappellent. Eh bien, ces révoltes, c'est la première indication que
que les sociétés civiles arabes ne se complaisent plus dans l'obéissance, mais qu'elles commencent à se révolter, à manifester leur colère face à des régimes corrompus, répressifs et policiers, mais également prédateurs, c'est-à-dire voleurs. Pourquoi prédateurs? Eh bien parce que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale a imposé à tous nos pays des programmes d'ajustement structurel. Ces programmes d'ajustement structurel, c'est un remède de cheval. Il s'agit de dépenser moins pour équilibrer les budgets, il s'agit d'exporter plus, donc on va dévaluer la monnaie, il s'agit d'importer moins. Conclusion, dans des pays de Maghreb comme dans des pays de Maghreb, les États ont commencé à diminuer les subsides aux denrées de première nécessité. Ils ont commencé à rogner sur les budgets de l'éducation et de la santé, et la révolte s'est accrue. Mais en même temps, la période est marquée, rappelez-vous mes chers amis, elle est marquée par ce qu'on appelle la libéralisation des marchés, par le démantèlement du secteur public. Nasser a initié, Sadat a initié la politique de l'Infetah, l'ouverture économique, la délibéralisation, la désocialisation de l'économie égyptienne, et d'autres pays arabes ont suivi le même travail. À travers la privatisation du secteur public, eh bien, on a vraiment bradé le secteur public à des sociétés privées ou à des familles appelées des familles bourgeoises privées qui ont corrompu les dirigeants jusqu'au sommet. C'est ainsi que les dirigeants ont accumulé des fortunes colossales. Si Nasser est mort pauvre, eh bien, un Moubarak va probablement mourir milliardaire. C'est la différence entre le régime autoritaire paternaliste d'Al-Nasser ou des premiers dirigeants algériens avec le système autoritaire répressif et prédateur d'un Moubarak, et plus tard d'un Ben Ali, et plus tard d'un Kadhafi qui a pris le pouvoir en 1969. Voyez comment on dérive du paternalisme à la prédation. À travers la privatisation du secteur public, parce qu'on est passé de l'économie du plan, c'est-à-dire l'économie planifiée, non pas à l'économie de marché comme en Europe, on est passé de l'économie du plan à l'économie du clan. C'est ainsi qu'on a développé un capitalisme de copinage, Rasmalik al-Habayel wa Nasayel, c'est-à-dire un capitalisme prédateur. Un capitalisme prédateur. Troisième étape, mes chers amis, mais c'est pour vous dire que la société civile arabe n'est pas née avec le printemps, elle a été présente, elle a payé chèrement ses révoltes dans les années 80 et dans les années 90, et c'est un hasard si on a créé l'Organisation arabe des droits de l'homme en 1988, et c'est un hasard si Marzouki, votre président, a créé l'Organisation arabe tunisienne des droits de l'homme en 1989, précisément dans cette décennie de tous les dangers où on a vu dériver le système autoritaire arabe vers un système autoritaire, répressif, policier et prédateur, fondant sa légitimité sur un capitalisme de copinage et s'enrichissant de manière scandaleuse aux yeux des peuples arabes qui, eux, ont changé. Ils ont changé d'abord sur le plan social, à travers un processus d'urbanisation considérable. Croissance démographique de 3%, croissance urbaine de 5%, croissance des bidonvilles de 7%, bidonvillisation des grandes cités arabes. Ça produit le problème sur la question sociale des effets dévastateurs. Mais en même temps, croissance démographique. Dans les années 50 et 60, nous étions, dans les années 50, de 70 millions d'Arabes. Dans les années 70, nous sommes déjà 130 millions d'Arabes. Et à la fin des années 80, début des années 90, nous sommes déjà au-delà de 220 millions d'Arabes. Et aujourd'hui, nous sommes 365 millions d'Arabes. Alors, dans les années 50 et 60, les dirigeants disposaient de rentes et de ressources pour respecter leur part du contrat social. Mais dans les années 80 et 90, une partie importante de nos ressources a été déviée du peuple et des sociétés, accaparée par un système politique mafieux. Et c'est cet argent qui explique
précisément, qui a été volé au peuple, qui explique les difficultés que nous rencontrons. Eh bien, la troisième dérive du système autoritaire, ça a été, vous le devinez déjà, la dérive dynastique. Les républiques, mes chers amis, et quelle honte, quelle honte. Les dirigeants de nombreux pays arabes ont commencé à préparer leurs fils pour leur succéder. Alors qu'en Europe, nous parlons de rotation démocratique, dans les pays arabes, on a eu une rotation biologique. Saddam Hussein, rappelez-vous, ne préparait-il pas ses enfants pour prendre sa succession? Moubarak ne faisait-il pas de même? Tous, exactement. Ce qui veut dire que les dirigeants arabes qui ont présidé à nos destinées commençaient à considérer le pays comme un patrimoine de la famille, un fief, une ferme familiale. Vous imaginez l'insulte que cela a été fait au peuple arabe et aux sociétés arabes. Alors, est-ce que vous vous étonnez dès lors qu'à la suite d'une immolation, Bouazizi, le 17 décembre 2010, la colère a éclaté au grand jour comme un véritable tsunami politique? J'ai été pris au dépourvu par la soudaineté de l'événement, par ses enchaînements et par ses résultats. Et dans mon livre, Le monde arabe expliqué à l'Europe, publié à la veille de l'immolation de Bouazizi, qu'est-ce que j'écrivais? Le monde arabe ressemble à un champ de broussailles asséché qui n'attend qu'une mèche pour s'embraser. Mais je n'exprimais qu'un vœu, un souhait. Eh bien, ce vœu s'est réalisé grâce à la Tunisie qui a été à l'avant-garde de la révolution et du printemps arabe. Le troisième point, chers amis, je vous ai expliqué le pourquoi. Un système dictatorial, autoritaire, d'abord paternaliste, prédateur, puis dynastique. Laissez-moi vous expliquer le comment. Bien, le comment a pris l'Europe au dépourvu. Les médias européens ont été surpris. Des jeunes arabes, surtout en Tunisie, massés collectivement, éduqués avec une participation féminine dans une société homogène qui n'est pas traversée par des lignes de fracture ni linguistique, ni régionale, ni ethnique, avec une armée qui fraternise avec le peuple, l'ensemble des slogans modernes, liberté, dignité, justice et emploi. Interviewée par une chaîne suisse, une femme suisse a dit « Ah, ça alors, mais ils sont comme nous ». La surprise des Européens, c'est de voir des jeunes arabes modernes, connectés à travers les réseaux sociaux et s'emparant de l'agora de l'espace public. Je dois dire, chers amis, que le printemps arabe a fait pour améliorer, transformer l'image des Arabes en Europe et en Occident, beaucoup plus que toutes nos ambassades qui sont là depuis des décennies. Ces jeunes Tunisiens, suivis après par les jeunes Égyptiens et les autres, avec un courage inouï, ils ont brisé le mur de la peur. Et cela, je le disais dans mes livres, j'écrivais, les régimes sont féroces. Ce n'est pas parce que les régimes sont féroces que les Arabes n'osent pas. C'est parce que les Arabes n'osent pas que les régimes sont féroces. Or, les Arabes ont osé. Et ils ont démontré la fragilité du piédestal sur lequel étaient assis nos dictateurs. Ils ont brisé le mur de la peur. Et c'était pour l'Europe une très grande surprise. Les témoignages de solidarité au niveau de la société civile européenne étaient nombreux. Quant aux États européens, et c'est le troisième point, les États européens
On fait de la démocratie des droits de l'homme et du travail pour de l'appui à la société civile la pierre angulaire de tous les programmes européens. Lisez la stratégie européenne de sécurité, lisez les communications de la Commission sur les questions de développement, lisez la déclaration de Barcelone de 1995, et vous allez voir que l'Europe a fait de la défense de la démocratie des droits de l'homme et du soutien à la société civile la clé de voûte de l'action extérieure de l'Europe. Le problème, c'est qu'entre la rhétorique et la pratique, comme disent les Italiens, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Entre le dire et le faire, il y a la mer. Et donc il y a un fossé entre la rhétorique européenne et la pratique politique des États européens. La preuve, les Européens dans toute leur politique ont travaillé avec nos dictateurs. Quand je m'insurgeais il y a déjà 25 ans dans mes livres en disant aux Européens mais il faut travailler avec la société civile, les Européens répondaient mais il n'y a pas de société civile. Nous sommes forcés de travailler avec les gouvernements. Et d'ailleurs, si nous ne travaillons pas avec les gouvernements, nous n'allons pas travailler avec beaucoup de monde dans les pays du tiers-monde. Eh bien, nos gouvernants ont pérennisé leur dictature, non seulement par la répression, la coercition ou la cooptation sélective, mais ils ont pérennisé leur dictature par la fonction instrumentale qui leur a été confiée par les acteurs extérieurs. Pendant la guerre froide, nous devions soutenir la stratégie américaine ou la stratégie soviétique. Les soviétiques se sont comportés exactement de la même manière que les pays occidentaux, puisqu'il y avait le camp soviétique et le camp américain. Et si vous faites le tour des pays arabes, il n'y avait pas deux pays arabes voisins qui s'entendaient. Le Maroc pro-américain, l'Algérie pro-soviétique, la Tunisie pro-américaine, la Libye de Kadhafi pro-soviétique, l'Égypte de Nasser pro-soviétique, l'Égypte de Sadat pro-américaine. La Jordanie pro-américaine, la Syrie pro-soviétique, l'Irak pro-soviétique et l'Iran pro-américain. Après, le pire, c'est que nous avons pris la coutume, nous les Arabes, de dire bêtement, et tabak al-Arab, Allah yattafiqun. C'est-à-dire que le mal était en nous. Bien sûr que nous sommes responsables d'une partie importante de nos divisions. Qu'est-ce qui empêche les pays du Maghreb de s'intégrer? Est-ce l'Europe? Est-ce la Russie? Est-ce la Chine? Est-ce l'Amérique? Non. Donc nous sommes responsables en grande partie de ce qui nous arrive. Mais il est clair que la fonction instrumentale qui nous a été dévolue, qui a été dévolue à nos dirigeants, en tant que garant de la stabilité, en tant que garant des flux pétroliers réguliers et stables, en tant que rempart contre le djihadisme et le terrorisme de Ben Laden et consorts, en tant que sentinelle anti-migratoire, c'est-à-dire la police à distance pour le compte de l'Europe, eh bien, cette fonction instrumentale a probablement contribué à pérenniser une partie de nos dictatures jusqu'à maintenant. Alors, arrêtons de dire de grâce. Nous avons eu des dictatures parce que les Arabes sont soumis, sont indolents, sont obéissants. Non, la dictature s'explique par les sciences sociales et non pas par une sorte de culture, c'est-à-dire quelque chose d'intrinsèque. Comme ceux qui disent « Ah, la violence est consubstantielle à la religion musulmane ». Voilà les propos que j'entends dans certains milieux islamophobes et se développent dans beaucoup de pays européens. Mes chers amis, pour conclure, l'Europe a reçu une belle leçon. Cette leçon a été assénée par les jeunes arabes. Et les Européens ont capté le message. Figurez-vous que dès le mois de mars, première communication vers une démocratie et prospérité partagée, communication de la Commission européenne, dans laquelle l'Europe insiste sur la conditionnalité réciproque, insiste sur more for more, vous avancez plus vite, vous recevez davantage de soutien, à la fois politique, économique et financier,
Et il a rappelé l'importance de renouer le dialogue et de supporter, d'appuyer les organisations de la société civile dans les pays arabes. Eh bien, alors qu'il y a 25 ans, lorsque dans mes livres sur la Méditerranée, j'insistais sur ce point, eh bien, on me tournait en dérision. Eh bien, le printemps arabe a remis la société civile en selle et a rappelé aux États européens combien cette société civile est très importante. Bien, si les dirigeants européens ont traité avec nos gouvernements, ont négligé la société civile, ce n'est plus le cas maintenant. Première communication vers le top, deuxième communication vers une nouvelle politique dans un environnement renouvelé. Eh bien, la Commission européenne et le Conseil européen rappellent encore combien il est très important de renforcer les liens avec la société civile. Et ça, c'est une bonne nouvelle, mes chers amis. Ce que fait le mouvement européen rentre dans ce cadre de la nouvelle prise de conscience européenne qu'il est important de faire en sorte que la société civile soit une société responsable, participative, vigilante, catalyseur de changement. La société civile doit veiller à ce que les politiques des gouvernements ne dévient pas vers des politiques éventuellement mafieuses. La société civile veut que l'action du gouvernement soit transparente. Chefafia a dit M. Jacques, rappelez-vous, dans ce discours d'inauguration. La société civile, par son dynamisme, par la démocratie qui s'exerce à l'intérieur de chaque mouvement, que ce soit une société civile de service, que ce soit une société civile de plaidoyer, c'est maintenant qu'elle doit travailler sans relâche. Parce que nous sommes, mes chers amis, loin d'avoir des démocraties consolidées. Nous sommes dans la ferveur révolutionnaire, on n'est pas dans la ferveur, dans la fièvre démocratique. Nous sommes dans la phase de la remise en question, nous ne sommes pas dans la phase de la remise en ordre. Cela veut dire que la transition nous traversons sera escarpée, difficile, mais le mouvement est en dents de scie, et la tendance est ascendante. Ceci explique mon optimisme. Il y aura dans l'histoire moderne du monde arabe et du Maghreb un avant et un après 17 décembre 2010. Que ceux qui se complaisent dans le pessimisme, qui pensent déjà que cette révolution, qui n'en est pas une, sera confisquée par des mouvances radicales, sera récupérée par l'armée, sera pervertie par les anciens du régime, eh bien, ces pessimistes se contentent d'être spectateurs. Faisons en sorte que leur pessimisme soit dénoncé. Faisons en sorte que cette transition se passe en douceur. C'est pour ça qu'une société civile vigilante, œuvrant main dans la main avec la société civile européenne, et Dieu sait combien elle est attentive à ce qui se passe sur la rive sud de la Méditerranée, faisons en sorte que notre société civile veille au grain et empêche que cette révolte conduite par des jeunes connectés, mais ce n'est pas une Facebook Revolution, comme l'a dit Thomas Friedman dans le New York Times. Oui, bien sûr, l'Internet, mes chers amis, a permis l'émergence de l'individu. Oui, les réseaux sociaux ont permis de créer des réseaux fusionnels virtuels, c'est-à-dire que celui qui regarde son écran est en contact avec des millions d'autres qui regardent le même écran à travers un réseau social. Mais c'est lorsque les jeunes Tunisiens sont sortis dans la rue en bravant la police et l'armée, mais surtout la police, mais l'armée en Égypte, eh bien c'est lorsque les gens sont sortis dans la rue, prendre possession de l'agora, ils ont créé ce que j'appelle le lien fusionnel réel. Donc ce n'est pas une Facebook Revolution, ne pas confondre l'instrument avec l'acteur, c'est l'acteur arabe de la société civile qui a démontré par son courage qu'il est capable de détrôner les régimes les plus acharnés, les plus prédateurs, et c'est probablement la plus grande bonne nouvelle que je puis vous annoncer aujourd'hui.